Eh bien voilà, il est 10 heures. Donc permettez-moi de commencer et de vous remercier d'être ici, puisque dimanche matin à 10 heures, ça me fait très plaisir d'avoir du public. Et puis de toute façon, j'ai l'impression que oui, il est enregistré, donc il y aura certainement un replay. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'être là. Alors, je vais vous présenter le résultat d'un travail de recherche qui fait suite, enfin, qui a une étape après avoir prouvé l'apprentissage par les jeux. Je vais y revenir, hein, je vais vous présenter l'ensemble du projet, mais effectivement, ce travail est quand même une étape assez avancée sur le projet ludopédagogique et du team. C'est même l'une des dernières étapes que nous avons réalisées. Euh, je vous présenterai d'abord le contexte, bien entendu, du projet. Ensuite, je vous donnerai les résultats. Et puis après, en teasing, pour celles et ceux qui connaissent le colloque international Game Evolution qu'on mène avec l'université Paris-Créteil où je suis, l'université de Montpellier, avec Antoine Chollet, qu'on mène conjointement, j'aurai la joie de vous annoncer la thématique de l'édition donc 2025, donc la 9e édition du CIGE, lors de l'avant-dernière slide, avant la slide des questions. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser durant la présentation vos questions via le chat. Voilà, si je peux, je répondrai en temps réel par rapport à la slide, et sinon, voilà, je les garderai pour la fin. De toute façon, vous avez mon mail, si jamais ensuite vous voulez me recontacter. Donc moi, je suis Philippe Lépinard, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil, et plus particulièrement à l'IAE Paris-Est, c'est l'école de management public de l'université. Et voilà, je suis le pilote d'une équipe de recherche, d'un projet de recherche et du team, comme je vous l'ai dit, qui regroupe plusieurs enseignants et étudiants, des enseignants de différentes disciplines, notamment en langue, anglais, français, langue étrangère, et moi je suis plutôt dans les sciences de gestion. Voilà pour la présentation très rapide. Alors, en termes de contexte, donc, je travaille à l'Institut de recherche en gestion. C'est un laboratoire public, hein, bien entendu. Et en 2018, on a créé une équipe voilà, le groupe Maca Management, que vous connaissez peut-être, qui en fait regroupe plusieurs dizaines de chercheurs maintenant qui ont envie, qui ont eu envie, il y a quelques années, de réfléchir sur la transformation pédagogique, alors plus particulièrement dans les sciences de gestion. Et dans ce contexte du groupe MACA, donc, qui fait partie maintenant de la plus grande association française scientifique en gestion, la IMS, l'Association internationale de management stratégique. Et donc, c'est un GT maintenant, un groupe de travail. Et au sein de ce GT, on a différentes sensibilités pour réfléchir sur la formation management, mais plus que ça aussi sur l'intégration. Qu'est-ce qu'on apprend en management à nos étudiants maintenant? Et quand je dis étudiant, c'est au sens large, hein. Ça peut aller de la formation classique temps plein jusqu'en formation continue pour des adultes en reconversion, par exemple. Et au sein de ce groupe, eh bien, certains sont allés parce qu'ils aimaient. Et puis moi, plusieurs collègues et moi, d'ailleurs, nous, on avait envie de travailler sur la ludopédagogie. Donc ça, c'était en 2018. Mais vous allez voir qu'en fait, il y a eu quand même avant que ça devienne un GT, donc à peu près en 2016, on a commencé à mettre en place différentes structures, et plus particulièrement, une grande partie des collègues travaillaient depuis 2010. Il y a eu un noyau dur avec Julien Alvarez, Hélène Michel, Stéphane Goria, et moi. Voilà, depuis 2010, on a commencé à travailler. Mais là, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu plus ancien. Un petit peu moins ancien, pardon, parce que ça va commencer en 2016 avec la création du Fab Lab, GameX Lab, même fin 2015, où pour réaliser nos travaux en ludopédagogie, on s'est dit qu'il serait bien d'avoir un lieu où, avant d'aller dans les classes, on puisse les expérimenter, nos méthodes. Notre méthode, vous allez voir, parce qu'on en a identifié une, indépendamment de tout type de jeu, en fait.
Et donc, ce Fab Lab a été créé fin 2015, il a été inauguré en 2016, en même temps que la création du projet de recherche associé. On a donc beaucoup de jeux, hein, puisque en fait on les teste, d'abord on les découvre, on développe aussi notre culture et littératie ludique avant de viser une approche plus pédagogique. Alors, ce que je vais vous dire, vous pouvez retrouver voilà, les travaux principaux dans 2 articles scientifiques qui sont sortis dans des revues. Donc, vous avez le premier article, la ludopédagogie en école de management, c'est dans la revue Éducation. Alors, école de management, vous pouvez quasiment le passer, puisque maintenant, c'est ici où on a travaillé, où on a identifié les 9 techniques ludopédagogiques. Et ces 9 techniques ludopédagogiques voilà, fonctionnent à peu près toutes les disciplines. On n'a pas eu de retour particulier. Et puis maintenant, ça commence à être un peu costaud, puisqu'on les a trouvés en 2019. Et depuis, aucune autre technique ludopédagogique, peut-être qu'il y a eu des affinages, bien sûr, mais n'a été vraiment identifiée. Donc cet article est en open science, vous pouvez le télécharger sans problème en mettant le titre, vous tombez sur l'article. Le second, l'apprentissage expérientiel par le jeu pour l'acquisition des connaissances théoriques managériales, c'est là où on a prouvé qu'il y avait apprentissage via la méthode et du team que je vais vous présenter rapidement. Donc cet article fait un petit peu date, il est récent, 2023, tout simplement parce qu'il regroupe l'ensemble des expérimentations qu'on a menées depuis 2018. Et il nous fallait plusieurs itérations pour apporter nos preuves que les étudiants apprenaient au travers de l'usage du jeu. C'est à peu près le seul article que vous verrez sur l'acquisition, la mesure de l'acquisition de connaissances. Je dis bien connaissances et pas compétences, parce que compétences, on trouve relativement facilement de la documentation, mais sur la connaissance, on n'en a pas. Et donc, c'est voilà, le premier article qui a vraiment travaillé là-dessus. Alors, celui-ci est via Kern. Donc là, il est payant, il coûte 7 € sur la revue, mais si vous m'envoyez un petit mail à la fin, je vous enverrai la version auteur avec grand plaisir, de manière totalement gratuite. Alors, le Fab Lab GameX Lab, c'est donc un tiers-lieu où on expérimente. Alors là, il n'y a pas finalement que les expérimentations, mais c'est plutôt pour montrer un peu les types de jeux qu'on a. Donc, on a du jeu de rôle, hein, type Donjons et Dragons, qu'on pratique plutôt dans les enseignements d'anglais. On a plusieurs simulateurs de vol pour des formations au risque ou autour du risque. On a des wargames en bas. Alors, vous verrez, je vais y revenir un petit peu plus dessus. Donc, qui peuvent être totalement oniriques ou plutôt réalistes, hein, en fonction de la thématique qu'on veut aborder avec les étudiants. Si c'est simplement une stimulation, on est plutôt sur de l'onirique. Et si vraiment on veut réfléchir sur l'usage, sur les scénarios proposés par les wargames, là, on est plutôt sur des cours autour, effectivement, encore du risque, de l'analyse des crises, etc. On a remporté beaucoup de prix. Alors, je ne vous dis pas ça pour me la péter, mais tout simplement parce que ça a permis, et cette question revient souvent dans les discussions autour de la ludopédagogie, ça a permis finalement de légitimer nos travaux et d'obtenir des prix reconnus de manière scientifique ou pédagogique au niveau local, régional, national et même international, puisqu'on a gagné un prix parmi les 10 plus grandes innovations mondiales en 2021, pédagogique, je vous parle. Donc, eh bien, tout ça, finalement, a permis de légitimer et puis d'embarquer un petit peu et d'avoir du budget aussi pour poursuivre notre projet, et donc qui arrive maintenant bientôt à ses 9 ans. Donc, c'est un projet sur le long cours qui ne se veut pas être une mode, où on veut vraiment apporter de la connaissance pour mettre en œuvre les jeux dans la formation. Et donc, grâce à ces prix, eh bien, il y a eu un cercle vertueux qui s'est lancé et qui nous a permis maintenant de valoriser grandement nos activités de recherche. Alors, ces activités de recherche tournent autour du projet EduTeam que vous connaissez peut-être, mais avant de vous parler de l'intercréativité, je suis obligé de passer par cette étape. Donc, je suis désolé pour celles et ceux qui connaîtraient déjà le projet EduTeam, mais il faut voir tout ce qu'on a fait pour comprendre pourquoi on est arrivé à l'intercréativité, qui est une thématique à l'origine autour de la création, de la co-construction de sites web, de wiki, etc., avant de devenir dans le monde du jeu de rôle, et maintenant, nous, de l'avoir élargi dans l'usage ludopédagogique. Donc, le projet EduTeam, c'était pour répondre à une question entre 2 choses. D'abord, les cours classiques, théoriques, et puis les simulations plutôt réalistes. Et en fait, on se rendait compte que ni l'une ni l'autre ne permet une réelle inclusion des étudiants. Alors, inclusion au sens large, hein, au sens de l'Université de Laval, c'est-à-dire que tous les étudiants puissent
profiter de l'enseignement. Et on se rendait compte que dès qu'on passait la théorie, qu'on mettait les étudiants, les apprenants dans des simulations, ben, en fait, la surcharge cognitive était telle que peu apprenaient, ou au contraire, quelques-uns s'en tiraient très bien, mais au final, on a tous rencontré à la fin d'une année, bah, c'est toujours le même étudiant ou le même apprenant ou la même apprenante qui prend toujours le rôle de manager, chef de... Voilà, et puis les autres, ils sont très contents. Hein. Donc, nous, on a cherché à trouver quelque chose, une méthode qui permettait d'embarquer les étudiants dans des activités expérientielles, donc actives, mais tous les étudiants et pas simplement certains. Donc, ça a été notre question de départ. Et au départ, on ne pensait pas forcément que ce soit du jeu. C'était notre hypothèse, bien sûr, mais ça aurait pu être autre chose. Mais en fait, quel est le dispositif ou l'outil, pour le coup, qui permet d'embarquer des étudiants dans des univers interactifs de tout style? Ben, en fait, c'est le jeu. Voilà, des films, des séries, etc. C'est passif, on est passif. On peut le lier à des études de cas, bien sûr, mais pour embarquer, pour faire interagir les étudiants, c'était forcément le jeu. Alors, les caractéristiques essentielles du projet, elles sont assez particulières, vous allez voir, on a vraiment poussé au maximum l'intégration du jeu, puisque le cours est complètement reformaté, réingénié, pour devenir expérientiel, c'est-à-dire que si vous avez 40 heures de cours sur une matière, eh bien en fait, tout va tourner autour du jeu. Alors, on divise ça en séances d'apprentissage expérientiel. Par exemple, si c'est 40 heures, bah, ça fait 10 séances de 4 heures. Et le temps de jeu peut durer que 3 quarts d'heure, hein, bien sûr, entre le briefing et le débriefing, où il y a l'apport de théorique, principalement de manière inductive. Eh bien, en fait, c'est le temps de jeu qui va stimuler la réflexion et du débat à la fin. Donc, sur les 40 heures, il n'y a pas une seule slide, pas une seule dimension transmissive, si ce n'est à la fin l'enseignant qui recontextualise un petit peu, mais c'est plutôt encore la poursuite du débat. Tout se passe donc autour du jeu et ce qui s'est passé autour du jeu. Donc nous, on a vraiment poussé à l'extrême l'implémentation du jeu, puisqu'on se rendait compte aussi qu'intégrer une séance de jeu dans une matière de 40 heures, si c'est 4 heures, c'est plutôt de la sensibilisation ou plutôt de l'animation, mais c'est pas vraiment une animation ponctuelle. Généralement, tout le monde ne peut pas prendre tous les rôles en une séance, donc c'est pour ça que nous, on est allé vraiment très loin dans la logique, au maximum d'ailleurs, puisque voilà. Et bien sûr, il n'y a aucune réduction d'attendu pédagogique, c'est-à-dire que pour un cours, je pense à celui que je vous ai dit de 40 heures où voilà, il y avait une trentaine de pages de théorie à connaître, enfin, il y a toujours trentaine de pages, sauf que ça ne se fait pas du tout de la même manière. Bon. Ce sont toujours des univers décalés et décontextualisés. On travaille autour de l'isomorphisme épistémique. Alors, c'est une expression un peu complexe, mais en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que vous soyez dans le monde onirique pour apprendre ou que vous soyez dans le monde réel de l'entreprise après, mais en fait, les compétences sont les mêmes. C'est juste que comme on est dans un monde différent, onirique, ben, les étudiants n'ont pas forcément l'impression de les mettre en œuvre alors qu'ils le font quand même. On travaille qu'autour du serious gaming, c'est-à-dire du détournement de jeu. Hein. Moi, je ne m'intéresse pas du tout à la création de jeux. Je n'ai pas du tout les compétences. On n'a pas les compétences au niveau de l'équipe. Ça ne sert à rien. Il existe des centaines et des milliers de jeux, plus de 100 000 hein, sur BGG. On trouve forcément ce qu'on veut. Alors, on n'utilise pas forcément les règles voilà, prévues. Hein, on les détourne. Mais nous, voilà, le temps voilà, qu'on passer à créer un jeu, nous, on préfère à réfléchir sur la pédagogie, la mise en œuvre de ce jeu. Il existe toutes sortes de jeux. On n'a pas besoin, enfin, nous, on n'a pas eu besoin de créer, donc on détourne des jeux qui soient numériques, hybrides ou physiques. Tout ce que je vais vous dire n'a aucun lien avec un type de jeu particulier, enfin, une caractéristique du jeu par rapport au numérique. Bon. On vise plus l'acquisition de connaissances, plus que le développement de compétences. Voilà, nous, on s'est positionné là-dessus, puisqu'on entend beaucoup les jeux, les compétences transversales, les soft skills, etc. Oui, mais pour avoir des compétences, il faut d'abord avoir des connaissances. Hein. Toutes les connaissances, surtout universitaires, ne s'apprennent pas par l'expérience. Donc nous, on s'est dit, on va travailler, non seulement on va tout mettre en expérientiel, mais en fait, on va viser la compétence, la connaissance, pardon. Inclusion et réel essai-erreur, effectivement, quand vous mettez 10 séances de 4 heures, eh bien, tous les étudiants peuvent prendre tous les rôles. Si c'est un cours de management, tout chef de projet, enfin, ou de gestion de projet, manager, ils prendront collaborateur, manager, etc. Ils prendront tous les rôles. Et en plus, ils pourront le prendre plusieurs fois. Donc, il y a vraiment des essais-erreurs. On dit, les jeux, on peut avoir l'essai-erreur. C'est pas vrai. Si c'est des quiz, il n'y a pas d'essai-erreur. Voilà, nous, il n'y a pas de quiz. C'est vraiment l'expérientiel. Et les étudiants prendront plusieurs fois, pas forcément tous les rôles, mais du moins les rôles principaux.
On n'intervient jamais pendant la séance de jeu, donc les 3 quarts d'heure, 1 heure dont je vous ai parlé. Il n'y a bien entendu pas d'évaluation dans le jeu. Nous, c'est vrai, les évaluations d'ailleurs n'ont pas changé. On utilise toujours les partiels, les examens finaux, etc. C'est comme ça qu'on a pu prouver d'ailleurs qu'il y avait l'apprentissage. On veut vraiment qu'il y ait un lâcher-prise, une authenticité des apprenants durant la séance de jeu. Donc on n'intervient pas. Par exemple, en enseignement d'anglais, les enseignants écoutent. Si jamais ils entendent des erreurs de grammaire, de vocabulaire, ils le notent, ce qui permet aussi de le dire à la cantonade à la fin, sans viser la personne. Et comme ça, en management, c'est pareil. Et à ce titre, ben, les gens, les étudiants, les apprenants sont vraiment, dédramatisent le cours et lâchent vraiment prise dans les séances d'après et se mettent vraiment à parler anglais. Ils savent qu'ils ne seront pas jugés parce qu'ils ont utilisé un verbe au lieu d'un autre. Par contre, l'enseignant abordera bien la connaissance à la fin et expliquera sans dire bah, c'est toi qui t'es trompé, etc. Et le dit à la cantonade. Voilà, bah, c'est ce que je vous ai dit, c'est en fait un nombre de cycles. C'est le cycle de Kolb qu'on a amendé, hein, c'est expérientiel. La seule chose, c'est que par rapport au cycle de Kolb, on met des temps de discussion de la théorie. Alors, c'est généralement de manière inductive à la fin, mais ça peut être aussi, pour certains cours, une nécessité d'avoir un petit temps théorique au début. Et là, effectivement, il peut y avoir plus un transmissif, mais là, je vous parle de aucune slide, d'ailleurs, je vous parle de 10-15 minutes simplement. Ça peut être une démonstration d'un outil dont il va avoir besoin, comme par exemple un logiciel particulier, si jamais c'est autour de la gestion de projet. Bon, donc retenez, c'est l'expérientiel intégral basé sur Kolb avec une discussion théorique sur la connaissance, que ce soit au début ou à la fin. On essaie, nous, de le mettre le plus tard possible. Alors, je reviens juste, et je crois que c'est une dernière slide sur le projet du team. La décontextualisation évolue quand même au fur et à mesure de l'expertise. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est bien de passer de la théorie à la pratique d'une manière la plus accompagnée et souple possible. Et au bout d'un moment, il faut bien aller sur de la contextualisation pure, sur une simulation de futur emploi, ou en tout cas activité des apprenants. Donc, on a tendance à utiliser des univers décontextualisés au début, lorsqu'on découvre une matière, et puis, petit à petit, on recontextualise au maximum. Donc là, vous voyez, on va, par exemple, pour des cours de management, on commence par des petites figurines Star Wars. Ensuite, on va sur de l'aéronautique. Et puis après, on commence à basculer sur une simulation paramétrique plutôt contextuelle, mais assez simple. Et puis ensuite, on va vraiment sur une simulation. Et là, ça pourrait être une junior entreprise. Alors donc, on me pose souvent la question, mais est-ce que c'est une question d'âge ou pas? Non, ce n'est pas une question d'âge. Hein. C'est une question de connaissance de la matière. Donc, on peut tout à fait, là, on a fait une formation avec des managers en activité qui ne connaissaient rien sur le retour d'expérience, eh bien, on a attaqué avec des figurines Star Wars. Voilà. Alors que s'ils étaient venus avec déjà une connaissance dessus, ben, on attaquerait peut-être aux deuxième colonne, voire troisième colonne. Voilà, donc ça, c'est du team. Comment on choisit les jeux? Ben nous, donc il faut qu'ils soient décontextualisés, il faut qu'il y ait une forte liberté d'action, et c'est là où on va commencer à parler d'intercréativité. Je vais vous donner la définition après, bien entendu. Il faut que les résultats soient transparents, qu'il y ait un jeu de dés, ben, c'est transparent. Par contre, des jeux vidéo totalement scénarisés, où on ne sait pas pourquoi vraiment on a gagné ou pas, on ne prend pas du tout. On découple complètement pour pouvoir échanger de jeux par rapport à un scénario. C'est pour ça que lors du Covid, ben, on a pu passer de certains jeux vidéo à un jeu physique, parce que tout simplement, il n'y a pas de couplage fort, contrairement à un serious game où il y a un couplage fort avec la connaissance et le jeu. Nous, c'est totalement décorrélé. Les jeux ne servent qu'à stimuler la réflexion théorique. Flexibilité scénaristique, l'idée c'est qu'un même jeu, bah pareil, puisse proposer plusieurs scénarios, et si possible, si on peut utiliser le même jeu sur les 40 heures de cours, toujours pour mon exemple tout à l'heure, c'est encore mieux. Et puis on vérifie aussi la faisabilité. L'intérêt avec les jeux, bah, c'est que c'est pas cher, surtout que nous on utilise, vous allez voir, alors je vous en parlerai pas ici, mais en numérique, on n'utilise que des open source, hein, des jeux même libres et open source. On a remplacé Minecraft par Minetest, on a remplacé Microsoft Flight Simulator par Flight Gear. Jeux gratuits, open source, qui demandent en plus des ressources moins fortes, qui tournent sur des PC de l'administration, donc ça c'est parfait. Et par contre, effectivement, la faisabilité peut être problématique sur le nombre de salles. Hein. En jeu de rôle, bah, il faut quasiment 2 tables de jeu. Donc si vous avez 30 étudiants, bah, il faut quasiment 4 salles de cours. Donc là, ça peut être problématique. Donc la faisabilité est une question très importante, mais pour une fois, on ne parle pas de coût. Alors, maintenant, je vais aller on va aller sur
concerne l'intercréativité, je vais vous parler plus spécifiquement des wargames, puisque c'est là où on a mesuré l'intercréativité. Alors, les wargames nous servent à faire plein de cours différents autour des sciences de gestion, gestion de projet, management classique, méthodologie du retour d'expérience. Et donc, on utilise des wargames qui sont oniriques. Alors, attention au terme wargame, hein, voilà, ça peut faire un peu peur, mais il y a des wargames où il n'y a pas du tout de combat, il n'y a pas du tout de conflit. Ça peut être, c'est plutôt un type de jeu. Dans les wargames, il y a les peace games, hein, donc les jeux donc on ne gagne pas forcément au combat. Bon bah là, ça dépend vraiment de tout. C'est une catégorie. Là, vous avez effectivement des combats entre les T-Fighter et les X-Wing. À droite, vous avez un type wargame, c'est simplement un jeu de rugby futuriste, voilà. Et puis, on utilise parfois des univers historiques, donc Seconde Guerre mondiale à gauche et les guerres puniques de l'Antiquité à droite. Hein. Voilà, donc l'idée, c'est que l'intérêt des wargames, c'est qu'ils permettent de scénariser et de stimuler toute une réflexion collective. Alors, bien sûr, ça se joue normalement à 1 contre 1, les jeux, hein, mais nous, on met jusqu'à 20 contre 20, 2 équipes de 20, et donc, ils travaillent autour du jeu. Et ce qui se passe, c'est donc bien sûr les scénarios sur lesquels travaillent les étudiants. Nous, en tant qu'enseignants, on les a construits en mettant les petites graines qui vont permettre justement de lier la théorie que l'on va voir après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de la théorie, mais elle s'autogénère, elle se génère par les étudiants, puisqu'ils ont découvert quasiment tout, sauf que là, nous, en tant qu'enseignants, on a souvent qu'à mettre le nom de la théorie, et eux, ils l'ont compris de manière inductive. Et comme ils l'ont incarné, qu'ils vont le réincarner après, il y a une réelle mobilisation des connaissances. Mais je ne vais pas aller là-dessus, là, je vous demande d'aller chercher, si vous voulez, vous allez voir les articles que je dis où j'explique tout ça. Mais c'est le principe. Alors, l'interactivité, dans le wargaming, mais c'est pas que, hein, le jeu de rôle, c'est pareil. La seule chose, comme je dis, on a mesuré, nous, cette notion au travers des wargames, mais c'est pas lié du tout au wargaming. Alors, tout d'abord, et là encore, pour que vous compreniez pourquoi on en arrive là, hein, vous voyez, il y a vraiment toute une démarche scientifique lourde de près de 8 ans. On a, dans un premier temps, nous, ça c'était... alors là, je vous ai mis les résultats 2022-2023, mais ce sont des résultats qu'on cumule depuis les années 2018. Nous, on a voulu savoir d'abord si ces cours, on a évalué ces cours avec des auto-évaluations anonymes. Selon Kirkpatrick, vous savez, c'est toujours la satisfaction, etc. Maintenant, il faut largement dépasser. Hein. En 2024, on ne parle plus de satisfaction. On sait que ça fonctionne, que les gens sont contents, que c'est pertinent, si le jeu est bien choisi, bien entendu. Juste une petite précision sur la motivation en bas. Attention, selon Kirkpatrick, la motivation, ce n'est pas la motivation dans le cours, c'est la motivation à utiliser ce qui a été appris en cours dans d'autres contextes. Hein. Donc, en fait, dans les traductions, il y a une petite ambiguïté entre implication et motivation, ou engagement, vous voyez. Donc, l'implication, c'est dans le cours, et la motivation, c'est à utiliser. Donc là, vous voyez les résultats sont extrêmement forts, parce que ça va de 1 à 4, sans valeur intermédiaire, 1 pas du tout, 2 plutôt non, 3 plutôt oui, et 4 tout à fait. Donc ça a été testé depuis 2018, et là, je vous mets les résultats 2022-2023, puisque c'est là où on va mesurer les notions d'intercréativité. Mais avant ça, encore, on a voulu savoir si on apprenait. Puisque notre question autour de cette notion d'intercréativité ne pouvait s'aborder que si ça fonctionnait. Donc on a vu que les gens trouvaient ça plutôt satisfait, mais aussi est-ce qu'ils apprennent. Donc c'est là où je vous dis qu'il faut vraiment qu'on prouve qu'il y a apprentissage, hein, sinon un jeu, si on s'arrête à la satisfaction, nous en tant qu'enseignants, formateurs, c'est pas suffisant. En tout cas, les gens seront contents, mais est-ce qu'ils ont appris? Donc nous, on a vraiment voulu montrer qu'on apprenait. Selon, bien entendu, la méthode et du team, c'est-à-dire on convertit intégralement un cours. Et souvent, des collègues nous disent, moi je veux mettre que 2-3 séances, et comme je le dis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, en tout cas, dans notre contexte où nous, on a vraiment prouvé. Donc voilà, je vous mets pour les mêmes cours que précédemment, les résultats qui ont été atteints, ils sont juste exceptionnels, puisqu'on a des moyennes à 15, 16, 17, 15, 16. Alors attention, nous n'avons pas cherché à comparer avec d'autres méthodes. Hein. La méthode EduTeam, on vous donne une méthode qui fonctionne
en utilisant ce qu'on vous dit, mais on n'a pas cherché à dire c'est mieux, c'est moins bien, tout simplement parce que chaque enseignant et chaque formateur a ses préférences pédagogiques, a sa mallette pédagogique, et peut être très fort et atteindre les mêmes résultats que nous dans d'autres dispositifs, tout à fait transmissibles d'ailleurs. Voilà. Donc nous, on ne cherche pas à comparer, on cherche juste à mesurer si ça fonctionne. Donc on l'a fait durant 4-5 années, on l'a prouvé, mais on ne vous dit pas mettez de la ludopédagogie partout, utilisez des thèmes, non. On vous dit voilà, vous avez ça qui fonctionne, si ça vous plaît, vous le mettez en place, mais ce n'est pas mieux ou moins bien qu'une autre méthode. Ça ne nous intéressait pas de comparer par rapport aux autres méthodes. Alors maintenant, on arrive enfin à l'intercréativité. Parce que finalement, on s'est posé une question. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces résultats? Au-delà de la méthode, finalement, pourquoi on arrive à avoir un taux de satisfaction, d'engagement, de pertinence, d'utilité et des notes aussi fortes dans notre méthode? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, juste pour vous expliquer, dans un cadre épistémologique, c'est-à-dire le statut un peu de la connaissance, nous, on se situe dans un contexte qu'on appelle de réalisme critique, c'est-à-dire que on pense qu'il y a des mécanismes générateurs qui sont généralisables, mais qui ne sont pas forcément accessibles directement par la connaissance humaine. Il faut travailler un petit peu, il faut aller creuser en fait, il faut aller chercher derrière, il faut aller essayer de déconstruire finalement nos problématiques, nos résultats pour voir qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Et l'une des hypothèses qu'on a fait, c'est eh bien, cette notion d'intercréativité. Alors l'intercréativité, elle a été développée dans les jeux, autour, donc pas dans l'udopédagogie, hein, justement, juste dans la dimension ludique, par Coralie David, après sa thèse en 2015, mais surtout dans un article que je vous ai mis le titre en bas, là, le jeu de rôle sur table, une forme littéraire intercréative de la fonction, en 2016. Alors, l'intercréativité, c'est la co-création collective d'une aventure. Hein, mais je vais y revenir avec définition un peu plus. Donc, la définition, excusez-moi. Voilà. Donc l'intercréativité, c'est ce moment où vous avez vos apprenants qui vont co-créer le scénario. Vous allez vous lancer la petite graine du début de scénario et c'est entre eux, ils vont générer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de leurs décisions, eh bien, les décisions de l'équipe adverse vont s'ajouter et l'équipe première va réagir par-dessus. Vous voyez, c'est cette co-création, ça va plus loin que l'interaction, l'intercréativité, c'est-à-dire qu'on va coproduire collectivement l'aventure. Et donc, deux petits termes qui sont justement pas de Coralie, mais qui montrent qu'il y a bien quelque chose qui se lie à la pédagogie. On a Ryan et Deci qui ont travaillé sur l'autodétermination, la théorie de l'autodétermination, qui dit, finalement, l'autonomie est une des caractéristiques de l'autodétermination. Mais pour atteindre l'autonomie dans le scénario, eh bien, nous, on pense que l'intercréativité, justement, va le favoriser. Si les gens n'ont rien à faire, ils seront autonomes à faire autre chose. Alors que s'ils ont l'impression de pouvoir participer, et plus que l'impression, eh bien, ils deviennent autonomes dans le scénario. Et donc, l'agentivité, c'est une deuxième notion. L'agentivité, c'est le fait d'être responsable de ce qu'on fait un petit peu, de se sentir capable de pouvoir créer, mais aussi de responsable de ses actions. Donc, comme je le mets en bas, c'est vraiment notre hypothèse de départ pour l'engagement. Mais pas que, en fait. Hein. On a mis l'engagement parce qu'on s'est dit, oui, c'est ça qui va permettre de se sentir impliqué dans l'action. Donc, on est plutôt parti sur l'engagement, mais au final, comme on a fait aussi le lien entre engagement et apprentissage, c'est pour ça que je dis qu'on déconstruit un petit peu de ça, on va chercher les termes, et pour nous, l'intercréativité serait un des éléments de base fondamentale qui permettent d'atteindre l'engagement, qui permettent d'atteindre les résultats des évaluations sommatives que vous avez vues, les notes. Alors, nous, on a déconstruit un petit peu les questions pour mesurer cette intercréativité. Donc, toujours dans les mêmes cours, hein, on reste dans les mêmes 3 cours pour que vous puissiez voir que tout est lié. À la fois les résultats d'auto-évaluation sur les questionnaires, les résultats sommatifs et l'intercréativité. Alors, avec l'autrice, donc Coralie David, on lui a proposé, est-ce qu'on peut déconstruire cette intercréativité? Ça n'avait jamais été fait. On l'a déconstruit sur 5 critères qu'elle a validés
Donc, elle était d'accord pour penser que son concept d'intercréativité pouvait être déconstruit pour ça. Donc, les 5 questions que nous avons posées aux étudiants, donc toujours questionnaire anonyme, bien entendu, et toujours avec 1 pas du tout, 2 plutôt non, 3 plutôt oui et 4 tout à fait. Donc, est-ce que le jeu permet de générer une histoire collective, non scénarisée? Est-ce que le choix pris pour atteindre les objectifs scénarios sont générés des événements qui ont dû être pris en compte par chaque équipe? C'est-à-dire que les événements d'une équipe permettent de co-créer donc permettent de générer la suite de l'équipe adverse. Est-ce que chacun, toutefois, même si on est équipe, avait le sentiment de participer individuellement? Puisque ça se construit entre équipes, mais ça se construit aussi au sein de l'équipe. Est-ce que tout le monde a eu l'impression de pouvoir participer et au sein même d'une équipe, est-ce que les idées ont eu des répercussions directes sur la suite de l'événement? Alors, ça peut être encore entre les 2 équipes, mais aussi au sein des débats, des discussions dans les équipes. Donc, je rappelle les cours, management opérationnel, gestion de projet de système d'information et retour d'expérience. Et puis, finalement, est-ce que le hasard des dés a participé à cette génération collective de l'histoire? Donc, vous voyez que là, déjà, on a un bon signal. On a montré que l'intercréativité était présente dans ces 3 enseignements. Alors maintenant, comment le lier avec l'engagement? En fait, on a travaillé sur 2 théories, sur 2 cas théoriques, sur le flow individuel et le flow collectif, le flow d'équipe plus particulièrement. Alors, la question de recherche, donc en quoi l'intercréativité permise par les univers ludiques participe au flow collectif dans l'enseignement du management. Donc, je vais vous donner les résultats. Et donc, les résultats se trouvent ici. Avec le flow individuel, alors pourquoi j'ai mis la question, c'est focalisé sur le flow collectif? On a aussi fait le flow individuel, mais nous, c'était vraiment le flow collectif qui nous intéressait. Alors, voilà, je vais tout mettre. Donc, le flow individuel, eh bien, on n'a pas trouvé ou difficilement des correspondances entre l'intercréativité et le flow individuel. Hein, le flow, c'est ce sentiment d'être complètement absorbé par l'activité qui se passe. J'ai mis en bas, vous avez les références hein, de ces textes sur le flow et du flow, donc flow individuel en formation, et le flow collectif. Nous, on a utilisé la notion de flow d'équipe de Van den Hout. Bon. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que finalement, il n'y a pas de lien entre le flow individuel. Mais ce qui est très surprenant, c'est que tous les apprenants ont validé le fait qu'il y avait une correspondance entre l'intercréativité et le flow collectif, et entre le flow collectif et l'intercréativité, les 3 classes. Ça veut dire qu'il y a atteinte du flow collectif sans forcément avoir atteinte du flow individuel. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que même les étudiants qui ne seraient un peu moins embarqués individuellement dans l'activité intercréative, eh bien en fait, tous le sont quand même au niveau de la dynamique de groupe. Donc, c'est un résultat particulièrement intéressant, mais aussi décevant dans notre cas, puisque on n'est pas capable, donc regardez que les 2 derniers, hein, intercréativité, flow collectif et flow collectif intercréativité, on n'est pas capable de statuer si l'un amène l'autre ou l'autre amène un. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit qu'on essaie de déconstruire les résultats pour voir qu'est-ce qu'il y a à la base. Quelque part, on ne sait pas vraiment si l'intercréativité est à la base ou si c'est une conséquence d'autre chose. Mais toutefois, on a démontré qu'il y avait un lien entre les deux, positif. Et donc, on peut dire que s'il y a intercréativité, si vous proposez des scénarios qui vont pouvoir se co-construire collectivement, vous allez atteindre une dynamique d'équipe en formation. Ça, c'est particulièrement intéressant. Et inversement, si vous avez déjà une dynamique d'équipe en formation qui est de bonne qualité, eh bien, vous allez avoir la co-création de scénarios en mettant simplement une petite graine au début. Donc, voilà pour les résultats académiques. Alors maintenant, j'en ai fini sur cette présentation de l'intercréativité. Mais je veux dire, si vous voulez aller plus loin, vous, en tant qu'expert ou simplement passionné par la ludopédagogie, je me permets de vous donner quelques données supplémentaires. Donc, nous, ce qu'on va faire dans le projet du team l'année prochaine, on va travailler sur le métageux pédagogique, donc qui est une des méthodes, des 9 méthodes ludopédagogiques. Donc, on va travailler sur le métageux qui n'est pas pédagogique à l'origine, mais nous, on va essayer de trouver
si on ne peut pas le rendre pédagogique. Et donc, le méta-jeu, c'est tout ce qui se passe en dehors du temps de jeu. En fait. Sur toujours cette notion un petit peu plus, on revient finalement, j'aurais dû inverser les deux sur l'intercréativité. On se demande si on ne pourrait pas lier les différents scénarios. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est le cours de 40 heures en management opérationnel, donc 10 séances de 4 heures, c'est 10 scénarios one-shot, donc qui n'ont pas de lien entre eux. Nous, on se demande si on ne pourrait pas reproduire l'expérimentation autour de l'intercréativité, mais sur des campagnes complètes, c'est-à-dire que le scénario 2 eh bien, prend des éléments en fonction de ce qui s'est passé en scénario 1. Voilà, donc cette notion de campagne plutôt que scénario. Donc là, je reviens, excusez-moi, sur une dimension plus large. Notre plateforme, en utilisant que des free libres, open source software, donc des jeux gratuits libres, on va la stabiliser. Pour l'instant, elle fonctionne, elle a été utilisée dans des cours, mais on va essayer de la stabiliser en créant peut-être des add-ons, non, je ne le mets pas d'ailleurs, mais en créant des add-ons pour améliorer la dimension pédagogique. Comme par exemple Minecraft, il y a la dimension pédagogique de Minecraft, le module Classroom. Voilà, si on ne peut pas nous rajouter des modules, puisque comme ils sont open source, on peut faire développer des add-ons pour accompagner les enseignants qui souhaiteraient les développer. Et puis nous, on poursuit vraiment. Alors, on a déjà fait pas mal de travaux, puisque c'était les 50 ans du jeu de rôle et les 200 ans du Wargame cette année. Voilà, on va poursuivre nos travaux autour du jeu de rôle physique. Sur table et Wargames en poursuivant des travaux de recherche là-dessus. Tiens, d'ailleurs, vous avez à droite l'image, ce sont des étudiants de deuxième année de licence qui sont sur des jeux d'enquête en anglais. On a mis des jeux de rôle, mais on a mis aussi des jeux d'enquête pour faire travailler différentes compétences. Donc les jeux de rôle, c'est plutôt les compétences de compréhension orale et d'oralité tout dans ce sens large. Là, on est plutôt avec des jeux d'enquête sur la compréhension écrite, donc en cumulant différents types de jeux autour de tout l'enseignement, on peut travailler sur des compétences complémentaires. Et là, j'ai bien dit le mot compétence en anglais. Voilà. Si ce projet, donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, on a donc le projet EduTeam, eduteam.fr, on a plus de 240 références. C'est un projet de recherche public. On met le maximum de choses de manière gratuite. Totalement libre. Quand ça ne l'est pas, c'est parce que c'est sur des revues académiques ou des journaux. Par exemple, on écrit sur Vaevicti, sur Jeux de rôle magazine, des journaux de vulgarisation. Mais on essaie vraiment de mettre un maximum de choses en libre pour les formateurs et enseignants qui aimeraient aller là-dessus. Je voudrais terminer par ce fameux scoop. Voilà, donc le colloque Game Evolution aura lieu le 15 mai 2025. Et donc, la thématique de l'année prochaine, c'est la dimension internationale de la ludopédagogie. Et je suis aussi content de vous annoncer que ce soir, vous aurez l'intégralité des replays de la version 2024 de ce colloque, soit quasiment 14 heures de communication, de débat, de table ronde autour de la ludopédagogie. Donc là, j'ai posté la troisième vidéo sur les 4. On a tout chapitré sur ma chaîne YouTube. C'est en accès totalement libre aussi. Donc, je posterai certainement la 4e dans la journée. Voilà, et vous aurez l'intégralité de l'édition 2024. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'être venu à 10h dimanche matin. J'étais très heureux de vous partager ces résultats qui sont extrêmement récents. Puisqu'on commence simplement à les communiquer. Ils sont particulièrement riches via ce concept d'intercréativité qui nous a semblé être une vraie source pour nous appuyer, pour atteindre nos résultats. Mais au-delà de ça, vous avez vu que c'est pas si clair. Mais le lien avec le flow collectif et l'intercréativité est là, par contre, un beau résultat. Pour animer, pour rendre plaisantes, on peut le dire, vos séances ludopédagogiques. Je mets juste le warning, nos résultats fonctionnent dans la pratique du projet EduTeam complet, c'est-à-dire la conversion intégrale d'un enseignement autour d'activités expérientielles ludopédagogiques. Nos travaux fonctionnent dans ce cadre-là et pas du tout sur la mise en place d'un serious game, donc un jeu créé pour l'occasion, et de conversion d'une ou deux séances dans un cours. Nous sommes allés vraiment
beaucoup plus loin pour atteindre ces résultats et ça ne marcherait pas si vous le faisiez sur une ou deux séances. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et donc si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Merci Dominique, merci Isabelle, merci Claire. Avec plaisir Virginie, Mathilde, merci beaucoup. Si vous me connectez sur LinkedIn, si vous n'y êtes pas encore, ben, j'annoncerai donc les quatre sessions, enfin le replay complet en mettant les liens. Et on va annoncer aussi l'appel à communication d'ici une quinzaine de jours pour le colloque de l'année prochaine. Je mets tout ce qu'on fait sur EduTeam régulièrement. Je poste d'ailleurs que ça, hein, donc je ne vous noierai pas sous les posts. Oui. Je peux me permettre de poser la question? C'est bon, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, t'entends pas. Alors, est-ce qu'il faut C'est que je bon. mette le... C'est bon, vous attendez? Oui, c'est bon. Non, c'était Ah, moi. oui. Mon haut-parleur était basculé en veille. Avait basculé en Ok. veille. La question, vous avez dit que vous utilisez les jeux existants. Donc, vous prenez les scénarios tout exact comme le jeu ou comment vous l'adaptez au sujet? Ah, excellente question. Merci Svetlana de l'avoir posée. Effectivement, je suis passé un petit peu vite. Donc, on prend effectivement des jeux existants et généralement, on ne prend pas les scénarios des jeux. On crée nos propres scénarios. Alors, on s'appuie souvent sur les premiers scénarios, tout à fait, mais on en crée aussi. De toute façon, dans les wargames qu'on utilise, donc je vous ai dit là, le temps de jeu, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure. Généralement, ils n'ont pas le temps de faire plus de 2 ou 3 tours, hein. Donc, ça va, c'est vraiment extrêmement. C'est lent, mais c'est aussi parce qu'ils sont 20 contre 20, donc il y a vraiment des débats, des discussions entre eux, quand ils déplacent les pions. Donc au bout de 2 ou 3 tours, on s'arrête, l'heure est passée. Et donc comment on construit les scénarios? Eh bien en fait, c'est en fonction de la théorie qu'on veut transmettre. Je vais vous donner un exemple peut-être beaucoup plus parlant sur les cours d'anglais. On a donc notre collègue qui voulait qu'il y ait une session autour du vocabulaire sur la localisation. Monter, descendre, aller à droite, aller à gauche, savoir se positionner de manière absolue et relative. Donc on a créé en fait un scénario où c'est un vaisseau spatial qui est en train de sombrer, tout est noir, et donc en fait le maître du jeu, qui est aussi un étudiant, on le fait prendre, va guider en donnant quelques informations, mais donc un labyrinthe en fait, hein. Le vaisseau c'est une sorte de petit labyrinthe, mais tout se passe dans le noir et donc les étudiants sont obligés de dessiner le plan sur un petit tableau Velleda. Et donc par défaut, ils vont être obligés d'utiliser leur vocabulaire de localisation. Et s'ils ne le connaissent pas, ils vont utiliser des métaphores, ils vont des contournements de vocabulaire. Et c'est là où l'enseignant ou l'enseignante suit, écoute, note les mots qui manquent et en fait revient à la fin en débriefing en disant bah voilà, vous avez su vous positionner pour dire à telle distance, etc. Mais vous n'avez pas su dire par exemple tout droit. Voilà. Et donc voilà le mot qu'on dit tout droit. Et donc en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'on va construire le scénario pour faire générer soit la théorie parce qu'on pense qu'elle est totalement générable de manière autonome, soit pour mettre le grain de sable pour voir que si elle n'est pas utilisée, ça ne marche pas et on l'abordera à la fin. Donc c'est pour ça que c'est particulièrement passionnant. C'est un vrai travail de didactisation. Comme nous, on n'a pas de connaissances dans le game design, on ne perd pas de temps là-dessus. On va sur un jeu et puis on prend le scénario et on le tweak pour que justement ça fasse sortir pile poil ce qu'on veut. Alors, c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en tant que formateur et enseignant, on se rend compte qu'on a quand même une sacrée expérience pour rebondir sur ce qui se passe dans un cours normal ou classique. Et bien, c'est un peu ça. Alors, je ne dis pas que ça marche le premier coup, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Et il ne faut pas avoir peur d'y aller. Nous, on a été étonnés, finalement, de construire des scénarios. Et puis, on connaît la théorie, on est quand même les experts de la théorie qu'on veut transmettre. Et donc, c'est plus facile qu'on ne le pense. Voilà. Donc, nos scénarios, finalement, quand on fait un filage d'un cours, on crée un scénario.
Bah là, c'est un petit peu la même chose au travers du jeu. Et donc, on utilise rarement les scénarios des jeux que se proposés pour les jeux, mais on peut s'appuyer dessus pour savoir un petit peu comment fonctionne un scénario au travers de ce jeu pour qu'il soit à peu près calibré sur 1 heure, même si je vous dis, généralement, on arrête au bout. Quand on a vu ce qu'on voulait voir, s'il n'y a pas vraiment de finale, alors le jeu de rôle, on essaie d'aller jusqu'au bout. Donc, on a fait une dimension sur 1 heure, mais les wargames, je dis au bout de 3, et pareil, les jeux vidéo, si c'est du Minecraft, bon, bah, là, on l'arrête quand on veut, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Svetlana. Oui, merci. Oui, pour l'anglais, c'est tout à fait parlant et c'est très Voilà. facile à comprendre. Et donc, vous utilisez plutôt le plateau, les figurines, parce que après les cartes, quand il y a des consignes sur les cartes, de vrais jeux, vous les utilisez pas. Parce que moi, c'est plutôt le sujet de management de projet. C'est là où c'est mathématique. Et c'est là où j'aimerais bien comprendre. Je me dis comment on peut adapter le jeu existant parce qu'il y a toujours quelque chose qui est écrit sur les cartes. Et, vous voyez. Oui, alors pour le management de projet, c'est vraiment celui qu'on utilise pour les jeux vidéo. On utilise vraiment Mindtest. Donc avant, on utilisait Minecraft, on est passé sur Mindtest, parce que là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire produire, reproduire généralement l'école dans l'environnement virtuel. Et c'est comme ça qu'on met en place les outils de management de projet. Et la gestion de projet, c'est l'un des cours aussi où on fait un petit peu de déductif, c'est-à-dire qu'on donne un petit peu de ressources déjà en amont. Donc, si la séance elle est de 4 heures, on peut leur donner quelques outils déjà à utiliser. C'est pas une nécessité, mais ça fait partie de ces cours. Donc, nous, on est pour la gestion de projet, on est clairement sur du jeu vidéo. Donc, en classe, tout le monde est là avec son PC. Ils ont tous installé Mindtest, comme c'est gratuit, c'est open source, c'est multiplateforme. Et donc, voilà. Donc là, il n'y a pas d'histoire de carte pour nous. Là, vous avez vu tout à l'heure, gestion de projet de système d'information avec les wargames, tout simplement parce que la thématique qu'on a choisie, c'est une sorte d'étude de cas autour de la numérisation de l'espace de bataille. Et donc, ça s'y prête bien des wargames. Mais pour le coup, sur du jeu de gestion de projet, on est plutôt sur du jeu vidéo. Et donc là, Mindtest, en 5 minutes, tout le monde sait jouer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc il n'y a pas de question de carte ou pas de question de règles finalement, puisque c'est reproduire l'école dans l'environnement 3D. Et chaque cycle d'apprentissage apportera un aspect de la gestion de projet. Ah bah tiens, vous voyez, vous êtes mal coordonné, et ben on va parler du diagramme de Gantt. Et comme on essaie de le faire de manière inductive, en fait, les étudiants, s'ils ne connaissent pas le diagramme de Gantt ou quelque chose comme ça, donc vous voyez ce que je veux dire, ils vont essayer de faire un petit tableau et on va leur dire, voilà, ça c'est presque le diagramme de Gantt, voilà ce qu'il est le diagramme de Gantt, et on apporte la théorie dans ce sens-là de manière inductive. Et s'ils n'ont pas du tout abordé la coordination, ils vont s'en rendre compte de dire, non, on s'est mal coordonné, etc., entre les tâches, les activités, et bien là aussi, on amène la théorie peut-être d'une manière un petit peu plus transmissive, mais juste en discutant, vous voyez, par rapport à la stimulation du scénario et ce qui s'est passé. Ok, très bien. Merci beaucoup. Mais ça me donne des idées aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir, grand plaisir. Alors, on m'a demandé les 9 techniques ludopédagogiques. Alors, voilà, il faut peut-être aller sur l'article, ce sera plus simple. Mais globalement, on a, je vais vous les dire en français. Donc, on a l'activité pédagogique gamifiée. C'est tout simplement dès lors qu'on met les étudiants en compétition, un WooClap, aussi. Ensuite, on a la simulation gamifiée. C'est lorsqu'on va faire aux étudiants une activité qui se rapproche, qui est réelle, qu'ils vont faire plus tard, par exemple une simulation d'entretien, et qu'il y a de la gamification, c'est-à-dire les trois points minimum, enfin les 3 aspects minimum qu'on appelle le PLB, les points, le classement, donc pour leaderboard, et les badges, les récompenses. Ensuite, on a le serious game, éducatif, puisqu'on est dans le monde de l'éducation, donc le jeu sérieux. Ensuite, le serious gaming, il a 2 méthodes, soit partielle, soit intégrale. Intégrale, ça veut dire que vous utilisez intégralement les règles du jeu, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous, on a souvent besoin de modifier un petit peu les règles, donc c'est le serious gaming partiel. Vous verrez pour les définitions après, voilà, mais c'est globalement ça. La différence entre jeu sérieux, parce que ça on me pose la question, le serious game, il a 3 caractéristiques pour être catégorisé serious game. Il faut qu'il réponde à une problématique pédagogique, d'accord, qu'il soit conçu pour répondre à une problématique pédagogique. Il faut que ce soit un environnement décontextualisé, sinon c'est une simulation gamifiée, c'est pas la même chose. Donc dès lors que le mot serious game est utilisé un petit peu pour tout et n'importe quoi, non, il faut qu'il y ait un monde décontextualisé.
par exemple Adibou, c'est un serious game finalement. Le troisième critère, c'est que normalement, il supporte l'apprentissage de manière intrinsèque, c'est-à-dire qu'il va participer à la transmission de connaissances. Le serious gaming, c'est totalement différent de détournement de jeu, puisque là, le jeu préexiste à la problématique pédagogique. Il est aussi dans un monde, par contre, onirique. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il ne supporte pas, puisque c'est un jeu à la base, la connaissance. Et donc, c'est vraiment les scénarios qui vont stimuler la discussion ensuite pour amener la connaissance. Un serious game, il y a souvent des débriefings aussi. Mais intrinsèquement, il devrait amener une partie de la connaissance. Ensuite, on a l'apprentissage par le game design, c'est-à-dire la production de jeux sérieux. Donc, en fait, les étudiants, ils apprennent en didactisant des savoirs dans un serious game. Et donc, c'est pas le fait de jouer à ce futur serious game, c'est de créer ce serious game. Ensuite, on a la ressource prétexte. La ressource prétexte, c'est simplement qu'on va dans le cadre d'un enseignement, mettre un jeu, mais on ne va pas y jouer du tout. C'est qu'il va servir de support à l'apprentissage. Par exemple, on va utiliser, je reparle de Minecraft, pour apprendre un langage de programmation, mais on se rend compte que si on apprend un langage de programmation pour faire un logiciel professionnel, il y aura moins de monde dans le cours que ceux qui vont venir pour Minecraft. Voilà, c'est pour ça c'est la ressource prétexte. C'est un peu le pot de miel en cybersécurité. Ensuite, on a l'apprentissage ludique incident. Donc là, on ne peut pas le mettre en cours puisque c'est tous les étudiants, tous les joueurs, excusez-moi, qui apprennent en jouant. Voilà, des jeunes vont acheter, ou des moins jeunes d'ailleurs, vont acheter le dernier jeu de rôle Weizen sur la mythologie scandinave, juste en jouant. Sans être dans un cadre d'enseignement formel, ils vont apprendre la mythologie scandinave. Et puis, il y a le méta-jeu. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le méta-jeu, c'est ce qu'ils vont faire en dehors du cours. Le même joueur qui a aimé la littérature, la mythologie scandinave, il va se renseigner après pour en apprendre plus, mais de manière totalement hors du jeu. Et c'est ça, ce point-là, méta-jeu, où on est en train d'essayer de développer pour le rendre pédagogique. C'est-à-dire essayer de profiter de ces intérêts externes pour développer un cadre formel d'apprentissage. Voilà pour rapidement les 9 techniques ludopédagogiques. Voilà, mais c'est vraiment pour aller très vite. Mais avec plaisir, hein, moi. Je peux vous mettre, si vous voulez, directement le lien. Alors, si vous me permettez quelques secondes, je vous mets le lien pour que vous puissiez le télécharger tout de suite, quoi. Voilà, je m'arrête juste de parler 2 minutes pour vous mettre le lien. Comme ça, vous pourrez télécharger directement l'article. Je m'excuse, hein, mais au moins, ça ira plus vite. Voilà. Voilà. Vous pouvez voilà, cet article-là, il est en Open Science et il précise toutes les 9 techniques ludopédagogiques. Donc, ne vous arrêtez pas sur le cas du management, puisque cet article, en fait, on l'a fait pour des cours de management, mais en fait, tout est valide. On l'a refait ensuite pour les cours d'enseignement, d'anglais, etc., de langue. Bon, j'ai pas refait, parce que c'est pas ma discipline aussi, hein, donc, mais tous les collègues utilisent, voilà, ces méthodes, quelle que soit la dimension. Alors, des fois, c'est plus ou moins flou. Je dis, il peut y en avoir 2 en 1, mais globalement, vous êtes tout. Alors, pourquoi faire ces 9 techniques, hein? C'est pas pour classer, c'est juste parce que ça ne demande pas la même compétence de l'enseignant et le même engagement si on amène un serious game, on n'a quasiment rien à faire. Hein. On prend l'outil. Il y a même des fois l'animateur qui vient avec. Par contre, si on veut détourner du jeu, là, il y a beaucoup plus de travail. Donc, c'était un petit peu pour ça. Ah, je vois, excusez-moi, il y a une question. Avez-vous Alors, dans votre conclusion, vous avez insisté sur le fait que sans conversion intégrale des cours, les résultats obtenus ne seraient pas les mêmes. Avez-vous expérimenté des cours partiellement convertis avant de vous lancer? Non, justement. On a vraiment, du début, on a fait cette hypothèse d'y aller complètement. Et on se serait peut-être planté. Voilà. Alors, toutefois, pour les cours d'anglais, on a converti que la moitié, parce qu'en fait, il y a l'autre moitié, c'est le TOEIC. Mais c'est vraiment, vous voyez, deux séquences totalement différentes, que ça aurait pu être 2 cours différents. Donc, toute la partie jeu fait partie d'une séquence complète de 16 heures de cours, et après, il y a 16 heures du TOEIC. Voilà. Donc, voilà, honnêtement et de manière mathématique, il n'y a que la moitié du cours qui a été converti, mais de manière pédagogique, c'est l'intégralité de la séquence
qui l'a été, puisque les autres, c'est que de l'entraînement au TOEIC autre obligatoire pour passer le TOEIC. Voilà. Donc non, on n'a jamais, si, on l'a fait, on a vu que ça ne marchait pas. Hein, on l'a fait 2-3 fois sur 1 ou 2 séances parce qu'on aimait faire ça et on voyait que ça dégageait de la frustration, mais on ne l'a pas mesuré de manière scientifique. Donc c'est pour ça que je ne voudrais pas vous dire de ne pas le faire parce que peut-être qu'avec vous, ça va marcher. C'est pour ça que je dis que voilà, notre méthode, elle fonctionne si vous mettez intégralement. Voilà. Mais peut-être que vous allez vous découvrir d'autres méthodes. Mais à mon avis, il y a beaucoup de frustration quand on met qu'un seul jeu. C'est surtout de la sensibilisation en début de cours ou une sorte d'évaluation diagnostique en fin de cours. Il y a aussi beaucoup de jeux qui sont notés. Donc tout ça, nous, on n'a pas voulu et donc on a intégralement. Donc je dirais que on l'a pas mesuré, on l'a testé 1 ou 2 fois, mais on est allé très vite sur ça parce qu'on avait envie d'aller là-dessus et pas forcément parce qu'on trouvait que ça ne marchait pas avec 1 ou 2 séances. Hein. C'était vraiment pour déployer cette notion d'inclusivité globale de la classe qu'on a souhaité faire ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, Isabelle, à votre question. Voilà. Bon, bah, super. Merci beaucoup. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, merci beaucoup pour ces échanges. Je suis vraiment ravi de ce temps. Ségolène, je pense qu'on peut clôturer ou je ne sais pas si vous êtes là. Merci, Svetlana. Oui, bah, écoute, si vous avez terminé, vous pouvez clôturer sans problème. Ok. Bah, merci en tout cas pour l'organisation, Ségolène, hein, de toute l'équipe Team Ludens, je ne sais plus ce que je dis. Merci beaucoup en tout cas pour l'organisation, c'était vraiment au top. On a eu toutes les infos de manière extrêmement précise, extrêmement timée. Franchement, bravo à toute l'équipe et merci beaucoup. Bah, écoute, je transmets à toute l'équipe. Merci pour ces retours qui font toujours plaisir. Et puis, bonne fin de journée à toutes et à tous. Et puis, peut-être à un autre rendez-vous dans un autre atelier pour ceux qui continuent la journée. Merci beaucoup. Au revoir.